Le moment était attendu depuis de longs mois au Soudan. Le Conseil souverain a pris corps aujourd'hui avec la prestation de serment de ses membres. La nouvelle instance, née d'un accord entre les militaires et les meneurs de la contestation, va diriger le pays vers un pouvoir civil après le coup d'État contre le président Omar el-Béchir en avril dernier. Dili Diko pour les détails. Vêtu de son uniforme militaire et coiffé de son habituel béret vert, le général Abdel Fattah al-Burhan a été intronisé lors d'une courte cérémonie, une main sur le Coran et un bâton de maréchal sous le bras. Les autres membres de la nouvelle institution, le Conseil souverain, 5 civils et 5 militaires, ont prêté serment peu de temps après. Le président du Conseil militaire de transition vient de publier un décret constitutionnel portant création du Conseil de la souveraineté. Selon les termes de l'accord historique signé samedi, le général Burhan tiendrait les rênes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. Ainsi, pour la première fois en 3 décennies, le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires, même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête de la nouvelle instance. Les manifestants soudanais à l'origine du changement disent garder un œil sur l'évolution des choses. Tout le monde est heureux et satisfait, même si quelque chose se passe et si nous ne voyons rien de nouveau, ni aucune évolution, nous organiserons sûrement une autre révolution et renverserons le Conseil comme nous l'avons fait avec Omar el-Béchir. La formation du Conseil souverain survient après des mois de manifestations des Soudanais qui réclamaient un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques. Pour nous décortiquer cette actualité, j'accueille Suleiman Baldo, expert indépendant de l'ONU. Il nous rejoint via Skype de New Jersey. Bonsoir. Jacques. Le Conseil souverain a donc finalement été formé. Que va-t-il se passer maintenant ? Jusqu'à maintenant, il y a quelques minutes, le Premier ministre désigné a prêté serment devant le Conseil souverain. Il dirigera un cabinet de ministres entièrement de civils, sauf pour le ministère de la Défense et pour le ministère de l'Intérieur. Et le Conseil des ministres aura des pouvoirs exécutifs complets par mandat de ce décret constitutionnel qui a établi les institutions de pouvoir. Ces institutions sont 3 en nombre. Conseil souverain en forme de chef d'État collectif de 11 membres avec 6 civils, 5 militaires. C'est un conseil de chef d'État qui a des pouvoirs symboliques, comme celui des pouvoirs d'un chef d'État dans une démocratie, dans un système démocratique parlementaire. Et donc, symbolique, qu'il s'agirait de ratification des traités internationaux, réception de lettres d'accréditation des ambassadeurs et ainsi de suite. Les militaires seront là pour représenter leur partenariat avec le civil dans cette période de transition. Le troisième conseil, après le Conseil des ministres, celui législatif, ce serait bien sûr entièrement civil, composé de représentants de ces mouvements civiques non violents qui a réussi à en venir à bout de 30 ans de régime dictatorial et corrompu du président Béchir. Il s'agirait donc de la société civile, de mouvements de jeunes, de mouvements de femmes, la vie associative, les syndicats, ainsi de suite, qui seront dans ce conseil législatif de 300 ans. Il ne faut pas se tromper, c'est un transfert réel, un pouvoir civil avec une représentation des militaires au sommet disons, d'un conseil symbolique, celui de la souveraineté. Très rapidement pour terminer, êtes-vous confiant que les élections auront bel et bien lieu dans 3 ans ? Elles auront lieu parce que c'est la détermination de la population soudanaise, ne l'oublions pas. C'est une population qui n'a pas cessé d'essayer de se débarrasser du régime du président Omar el-Béchir pendant 3 décennies. Et enfin, il a obtenu gain de cause après, maintenant, 8 mois successifs des campagnes de désobéissance civique, de protestation non violente et de présence massive dans la rue. Et c'est cette présence massive qui représentera une pression à la fois à les représentants dans les conseils qui sont au pouvoir maintenant,
mais aussi sur le militaire en particulier, qui seront tentés ou qui seraient tentés d'essayer de s'emparer du pouvoir tout seul. Souleymane Baldou, vous êtes expert indépendant de l'ONU, également de l'ONG américaine Enough Project. Je vous remercie. Merci bien, Jack. Aucun cas de contamination par le virus Ebola n'a pour l'heure été signalé au Burundi, mais le pays veut se protéger, d'autant qu'il est frontalier de la République démocratique du Congo, où la maladie fait de nombreuses victimes depuis 1 an. Le gouvernement burundais a entamé une campagne de vaccination, de même que des contrôles rigoureux à la frontière. Davantage avec Salwa Jaafari. Si les autorités burundaises ont tenu à faire le déplacement, c'est qu'il y a lieu de s'inquiéter. Chaque jour, plus d'1 millier de personnes quittent la RDC pour le Burundi par le poste de Kavimvira. Un chiffre en nette augmentation puisque les voyageurs en provenance du territoire congolais de Mwenga, qui ont récemment connu des difficultés à se rendre sur le sol rwandais, se sont retrouvés ici. Les dispositifs de lutte contre la maladie à virus Ebola ont donc été renforcés à ce poste. Nous étions accompagnés par les représentants de certaines organisations internationales qui suivent de très près les questions de santé humaine. Et c'est tout à fait normal parce que si jamais le Burundi venait d'être frappé lui aussi par des cas d'Ebola, on comprend que c'est un problème qui nous serait venu d'ailleurs. Donc pour dire que l'Ebola c'est une question qui n'est pas nationale, c'est une question internationale. Un nouveau dispositif de lavage des mains a été installé pour les conducteurs de véhicules. L'ancienne station est mise à la disposition des voyageurs. Une opération de vaccination du personnel de santé positionné à la frontière avec la RDC est en cours. Cette campagne de vaccination a démarré mardi à Katumba, principale localité frontalière entre les deux pays, avec des doses du même vaccin utilisé en RDC. Et à propos de la lutte contre Ebola en RD Congo, Mark Green de l'Agence américaine pour le développement international s'est rendu à Kinshasa en début de semaine. Il a fait état de ses entretiens, notamment avec le président congolais Félix Tshisekedi, lors d'une conférence de presse avec l'ambassadeur Mike Hammer et le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui dirige la riposte contre l'épidémie dans le pays. On écoute. Nous croyons que nous sommes des amis de la RDC et nous marcherons à vos côtés. Nous voulons aider le président Tshisekedi et les bons docteurs à vaincre Ebola pour le moment, mais aussi à traiter les conditions qui, espérons-le, l'empêcheront de réapparaître. Okay, I am not so sure, but I am ambitious. Je n'en suis pas si sûr, mais je suis ambitieux. Et c'est l'essentiel. J'ai également demandé à mes collaborateurs sur le terrain, pensez-vous que nous pouvons arrêter cette épidémie dans 3 ou 4 mois? Tous ont convenu de dire oui, nous ferons cela. Donc c'est ce genre de personnes que j'aime bien. Nous pouvons le faire. Je pense que nous avons la possibilité, nous avons les compétences, nous avons l'expérience, nous avons l'expertise. Au chapitre de l'économie américaine, le locataire de la Maison-Blanche maintient que les États-Unis n'ont pas à craindre une récession, mais Donald Trump a indiqué hier qu'il se préparait à cette éventualité au cas où. Ses détracteurs croient toutefois que la guerre commerciale qu'il mène contre la Chine avec des tarifs douaniers punitifs va affecter aussi bien l'économie américaine que mondiale. Le point avec Nanit Talani. Les économistes avertissent qu'une récession pourrait être imminente. En août, les marchés boursiers américains ont subi leur pire perte de l'année avant un léger rebondissement la semaine dernière. Au centre de tout cela, la guerre commerciale entre le président Donald Trump et la Chine. Si le Congrès dépasse les politiques partisanes, nous devrions adopter l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada. C'est, sans exagérer, le plus important accord commercial de l'histoire. Il va également nous permettre de créer des centaines de milliers d'emplois supplémentaires. Pour Kirsten Gillibrand, sénateur de New York, l'accord conclu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada était mauvais.
Je pense que c'est une catastrophe. Cela va nuire à nos emplois. Le président Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de mauvais accords commerciaux. Non seulement il y est entré, mais il a lancé une guerre commerciale avec la Chine. Le ministre chinois du Commerce a demandé aux entreprises du pays de cesser d'acheter des produits agricoles américains après que le président Trump eut menacé de mettre en place des droits de douane de 10% sur des marchandises chinoises d'une valeur de 300 milliards de dollars. À l'heure actuelle, les États-Unis ont la plus forte économie au monde. Malgré des affirmations incessantes selon lesquelles Pékin supporte le fardeau financier, le président Trump a récemment différé l'application des derniers tarifs douaniers sur les produits chinois jusqu'après la saison des achats des fêtes en décembre. Il y a 400 ans, les premiers esclaves africains arrivaient en Virginie aux États-Unis. Il s'agit de la date qui a été retenue pour marquer le début de la tragédie de l'esclavage en Amérique du Nord coloniale. Dans le cadre des reportages que nous vous proposons toute cette semaine, nous vous emmenons ce soir découvrir un projet unique pour raconter ce chapitre sombre de l'histoire américaine. Le reportage de Julie Tabou est relaté par Blanche Sanou. Et quand ils me demandent quel âge j'ai, que ce soit lors d'un congrès, d'une conférence ou d'un sommet, je leur fais savoir que j'ai 400 ans. L'artiste Jeremiah Jones et son père sont à l'honneur au Black History Museum de Richmond en Virginie. Leurs œuvres d'art sont exposées sur un panneau intitulé I'm 400. Cette plaque est composée de 69 tableaux représentant 4 siècles d'histoire afro-américaine depuis l'arrivée des premiers Africains réduits en esclavage dans la Virginie coloniale. Nous voulions peindre le voyage, pas seulement les luttes, mais aussi les succès des descendants des Africains réduits en esclavage en 1619. Les 69 images sont basées sur des peintures originales créées par les artistes. La plupart sont des portraits d'Afro-Américains qui ont apporté une contribution remarquable à la culture américaine. Mon père a réalisé des portraits d'artistes comme Natalie Cole et Dr. Dorothy Hay, des musiciens tels que Stevie Wonder et Maurice White, des champions à la télévision comme Evander Holyfield et Mohamed Ali, des géants de droits civiques, Dr. Cornel West et Oliver Hale. Cela s'étend même au domaine sportif. Il a peint une œuvre pour Michael Jordan et une œuvre signée par Serena Williams. Il a aussi une peinture du musicien de jazz renommé Lonnie Liston Smith. À travers cette peinture où il porte cette tenue avec son manteau, c'est comme si je représentais la Renaissance du XXIe siècle. Il est une source d'inspiration et j'apprécie beaucoup sa contribution au monde. Le musicien est ravi de faire partie du projet. Cette exposition est vraiment exceptionnelle pour un musicien. Être à côté du Dr. King, Oliver Hill et tous ces autres dignitaires, je suis vraiment fier de cela. Cela montre donc toute l'intelligence et la résilience des Afro-Américains qui ont non seulement survécu, mais ont aussi prospéré. Quand vous repensez à l'histoire des esclaves, comment ils sont arrivés ici, dépouillés de leur religion, leur culture, leur passé, leur famille, c'est incroyable ce qui s'est passé pendant ces 400 ans. Dans la collection du père et son fils, toutes les peintures ne sont pas des portraits. J'ai créé un tableau intitulé « Mémoire de la mère patrie », montrant un petit garçon qui regarde au loin. C'était lors d'un festival de rue ici aux États-Unis. Cette peinture me tient beaucoup à cœur car j'y vois mon reflet. Les artistes prévoient d'afficher ces panneaux dans des écoles, des bibliothèques et des centres communautaires pour sensibiliser la population sur l'histoire des Afro-Américains. Un coiffeur pas comme les autres aux États-Unis. Depuis plus de 50 ans, Diego D'Ambrosio coupe les cheveux des présidents américains. Sa popularité est telle qu'il est même demandé par des dirigeants de l'étranger. Jacopo Luzzi a été à sa rencontre. Récit Michel Joseph.
Les présidents Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton sont quelques exemples de clients de Diego D'Ambrosio. Ce coiffeur d'origine sicilienne, basé à Washington, a coupé les cheveux de plus de 46 chefs d'État depuis 1968. Pour lui, c'est un privilège de couper les cheveux de tant de personnalités politiques, mais il ajoute que chaque client est important. Tout le monde est important. Les personnes qui viennent ici, nous leur donnons la même chose. En 2010, le maire de Washington DC a renommé la rue où se trouve son salon de coiffure. Avant, c'était Q Street. Maintenant, c'est nommé Allée Diego D'Ambrosio. Les fidèles clients reviennent parce qu'ils sont satisfaits non seulement de son travail, mais à cause de son implication dans la communauté locale. Je viens ici depuis près de 40 ans. Lorsque tu arrives ici, c'est comme être en famille. Et de toute évidence, il est un excellent coiffeur et me donne toujours une meilleure mine. Diego est coiffeur depuis plusieurs décennies et malgré quelques problèmes de santé, il n'a toujours pas l'intention de passer la main. Je veux vous dire très sérieusement, j'aime mon travail, j'aime les gens, j'aime voir les gens, j'aime les servir et ça marche. Il m'apporte de l'argent. Diego D'Ambrosio envisage de garder les portes ouvertes pour encore longtemps, car pour lui, les termes « entreprise fermée » ne feront jamais partie de son vocabulaire. Ça décoiffe chez Diego. Je sais où aller maintenant. Yacouba Ouedraogo nous rejoint pour un résumé de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. La FIFA a nommé un comité de normalisation à la Fédération égyptienne de football. Ce comité composé de 5 personnes est présidé par Amr Youssef Hassan. Il prend ainsi fonction suite à la démission du président de la Fédération égyptienne. Durant la CAN, Hani Aborida a démissionné et limogé toute l'équipe technique de la sélection nationale. Après son élimination surprise en 8e de finale de la CAN, disputée à domicile, le comité de normalisation devra, entre autres, assurer la gestion des affaires courantes et organiser des élections pour tous les membres de la fédération, selon le communiqué de l'instance mondiale du football. La mission de ce comité expirera au plus tard le 31 juillet 2020. En Tunisie, Alain Giresse n'est plus le sélectionneur. La Fédération tunisienne de football a mis fin à l'amiable au contrat de l'entraîneur français qui occupait le poste depuis moins d'un an. En décembre 2018, Alain Giresse avait signé un contrat de 18 mois renouvelable en remplacement du Tunisien Fawzi Benzarti. Après des débuts chaotiques, la Tunisie s'est tout de même hissée en demi-finale de la CAN, battue par le Sénégal. Giresse, 67 ans, a successivement entraîné le Gabon, le Mali et le Sénégal avant de retourner au Mali entre 2015 et 2017. Sur le marché des transferts, Islam Slimani a été prêté à Monaco. L'attaquant international algérien de 31 ans a été prêté par le club anglais de Leicester à Monaco, prêté la saison dernière au club turc de Fenerbahçe. Islam Slimani s'est révélé au Sporting Portugal sous les ordres de l'actuel entraîneur du club du Rocher, Leonardo Jardim. Il a été présenté en même temps que 4 autres recrues de Monaco, dont le Nigérian Henri Onyekuru. De son côté, l'ancien international français de 36 ans, Franck Ribéry, a signé à la Fiorentina en Serie A italienne pour 2 saisons. L'ancienne gloire du Bayern Munich est libre de tout contrat depuis son départ cet été de Bavière, après 12 saisons et 23 titres de remportés. Parlons à présent d'albinisme et de sport et nous prenons la direction du Kenya. Ayant grandi avec l'albinisme, Alan Herbert, diplômé en journalisme, savait qu'il était différent. Bien qu'il n'ait pas été confronté à la stigmatisation et à la discrimination dont souffrent beaucoup d'albinos dans son pays, il a dû prendre des précautions et malgré cela, il a formé une équipe de football composée de joueurs albinos, un moyen pour lui de permettre à cette catégorie de personnes de pratiquer ce sport qu'elles aiment. À Nairobi, Sarah Kimani l'a suivi. Voici son reportage que j'ai repris pour vous. Samedi matin, c'est un grand jour pour Alan Herbert, 24 ans, fondateur et capitaine de la formation Black Albinism Football Club, la première équipe de football du Kenya composée entièrement d'albinos africains. Dans un pays où les personnes atteintes d'albinisme sont encore stigmatisées, ce n'est pas une équipe ou un match ordinaire.
Le football rassemble des gens différents et lorsque nous avons décidé de pratiquer un sport, nous avons pensé que le foot est le plus facile et qu'il est aussi dans le programme scolaire, donc c'est aisé pour les gens. Dans toute l'Afrique de l'Est, les albinos ont été la cible de meurtres commis par des sorciers qui utilisent les parties de leur corps dans des rituels magiques. Isaac Maoura est le premier et le seul législateur du Kenya à être atteint d'albinisme. Les personnes atteintes d'albinisme souffrent vraiment parce qu'elles sont noires mais pas assez noires, blanches mais pas assez blanches, handicapées mais pas assez handicapées. Donc nous sommes pris entre deux feux et quand c'est le cas, vous n'avez vraiment pas votre place. Nous devons donc nous définir. La stigmatisation n'a pas empêché Herbert de rêver et de rassembler ceux qui sont comme lui. Pour son premier match, l'équipe vieille seulement de 6 mois a gagné 4-2 lors de la séance de tir au but. Une victoire qui va au-delà du score. Une fois que nous luttons contre la discrimination, une fois que nous avons battu la stigmatisation, alors nous pouvons voir la grandeur en nous. Nous avons honnêtement gagné. La seule chose, c'est que notre peau est un peu pâle et nous avons des problèmes avec notre vue, mais cela ne fait pas de nous des sous-hommes. Absolument. Pour l'instant, il est temps de se délecter de la première victoire. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Point final à ce journal.